Je m'appelle Julien Morel, et pendant longtemps, j'ai commis la même erreur que beaucoup de jardiniers. Je pensais qu'un potager devait être parfaitement ordonné. Des rangées droites de tomates, des courgettes alignées avec précision, des haricots grimpant sur des tuteurs à intervalles réguliers. Et surtout, aucun espace perdu. À mes yeux, chaque mètre carré devait produire quelque chose que l'on pouvait récolter, cuisiner ou vendre sur le petit marché du samedi. Les fleurs, elles, avaient leur place devant la maison, Au bleu, autour de la terrasse, mais certainement pas entre les légumes. Tout a changé lorsque j'ai hérité du jardin de mon grand-père Marcel, dans un village des collines du Luberon. Ce terrain n'avait rien d'impressionnant. Quelques vieux oliviers, 2 amandiers tordus par le Mistral, un figuier immense qui projetait son ombre sur le mur de pierre derrière la maison, un potager abandonné où les herbes sauvages avaient repris leur droit. la première fois que je suis entré dans ce jardin, j'ai immédiatement voulu tout nettoyer. J'ai arraché les plantes que je ne reconnaissais pas, j'ai coupé les tiges sèches. J'ai retourné la terre. Au bout de 3 jours, le terrain était propre, nu et parfaitement ordonné. J'étais fier de moi. Ma voisine, Mireille, m'observait depuis l'autre côté du muret. Elle avait presque 70 ans et cultivait son jardin comme sa mère et sa grand-mère avant elle. Chez elle, rien n'était vraiment aligné. Les tomates poussaient à côté du basilic. Les rosiers côtoyaient les salades, la lavande débordait sur les allées, des capucines grimpaient jusque dans les branches basses d'un prunier. Pour moi, c'était un désordre incompréhensible. « Vous ne trouvez pas que tout cela prend trop de place ?» lui ai-je demandé un matin. Mireille s'est appuyée sur son panier en osier. « Qu'est-ce qui prend trop de place ? Les fleurs. Vous pourriez planter davantage de légumes. » Elle m'a regardé avec un sourire étrange. Julien, les fleurs ne prennent pas de place dans un potager, elles lui en donnent. Je n'ai pas compris. Je pensais qu'elle parlait de beauté ou de poésie. Quelques semaines plus tard, j'ai planté mes premières tomates, des aubergines, des poivrons et plusieurs rangées de courgettes. J'avais choisi de bonnes graines. J'avais ajouté du compost. J'arrosais tôt le matin pour éviter que l'eau ne s'évapore sous le soleil spécial. Au début, tout poussait rapidement, puis les problèmes ont commencé. Les feuilles de mes courgettes se sont couvertes de taches blanchâtres. Des pucerons ont envahi les jeunes pousses de mes fèves. Les fleurs de plusieurs tomates sont tombées sans donner de fruits. Je travaillais chaque jour davantage, mais le jardin semblait devenir de plus en plus fragile. En revanche, Les légumes prospéraient. Ces plantes tomates étaient chargées de fruits. ces courgettes produisaient sans interruption. Ces haricots grimpaient avec une vigueur incroyable. Et partout, autour de ces cultures, des fleurs attiraient une multitude d'insectes. Un matin de juin, j'ai enfin ravalé ma fierté. Mireille, pourquoi votre potager résiste-t-il mieux que le mien? Elle ne répondit pas toute de suite. Elle me conduisit jusqu'à une grande touffe de lavande, des dizaines d'abeilles et de bourdons passaient d'une fleur à l'autre. « Regarde attentivement, » dit-elle. Je vois des abeilles. Tu vois seulement celles que tu connais. Elle me montra de petites abeilles sauvages, plus discrètes que les abeilles domestiques. Puis une cire immobile dans l'air, que j'avais d'abord prise pour une guêpe. Ensuite, un papillon posé sur une fleur d'origan. Toutes ces créatures travaillent pour moi, expliqua-t-elle. Certaines pollinisent mes légumes, D'autres mangent les parasites. et certaines attirent encore d'autres animaux utiles. Je regardais son jardin comme si je le découvrais pour la première fois, il ne s'agissait pas d'un désordre. Chaque plante semblait avoir une fonction. Près des tomates poussaient des œillets d'Inde. Autour, des salades, elle avait semé du souci, le thym et le romarin bordaient les passages. De grandes ombelles de fenouil attiraient des insectes minuscules que je n'avais jamais remarqués auparavant, même les capucines, que je trouvais envahissantes. Servaient à détourner certains pucerons,
des légumes plus précieux. Mireille cueillit une fleur orange et me la tendit. Un potager sans fleurs peut produire. Mais il dépend entièrement de toi. Un potager vivant apprend peu à peu à se défendre seul. Cette phrase m'accompagna toute la journée. Le lendemain, je suis allé à la pépinière du village. J'ai acheté 6 pieds de lavande, 3 variétés de thym, des graines de souci, de bourrache et de capucine. Le vendeur m'a demandé si je préparais un massif décoratif. Non, ai-je répondu. Je prépare mon potager. Il a ri, mais je ne me suis pas laissé décourager. J'ai planté la lavande près des aubergines. J'ai installé le thym le long des allées. J'ai semé les soucis entre les tomates et les poivrons. Dans un coin, près du vieux figuier, j'ai laissé pousser l'origan sauvage que j'aurais autrefois arraché les premières semaines. Rien ne sembla changer. Les fleurs étaient petites, certaines graines ne levèrent pas. Mes voisins continuaient à me conseiller des produits contre les pucerons. J'étais sur le point de croire que Mireille s'était trompée. Puis, un matin, quelque chose d'extraordinaire se produisit. En approchant des fèves, j'aperçus une coccinelle, puis une deuxième. Et une troisième. Sous une feuille, de petites larves sombres se déplaçaient lentement au milieu d'une colonie de pucerons. Je restais accroupi pendant près d'une heure à les observer. Elles dévoraient les parasites les uns après les autres. Presque immédiatement, les bourdons arrivèrent. Ils visitaient également les fleurs des tomates et des courgettes. Le nombre de fruits augmenta. Les plantes semblaient plus robustes. Le jardin produisait davantage, alors que j'y intervenais moins. J'exobsodis commençait à comprendre ce que Mireille avait voulu dire. Les fleurs ne volaient pas de place aux légumes. Elle créait les conditions qui leur permettaient de pousser. Pourtant, tout n'était pas encore résolu. Un soir, alors que le soleil disparaissait derrière les collines, je remarquai que, En les retournant, je découvris des centaines de petits insectes verts. bien plus que ceux qui avaient attaqué mes fèves, le lendemain matin, presque toutes les nouvelles pousses étaient couvertes. Même Mireille, en examinant les branches, perdit son sourire. Cette fois, Julien, il faudra agir vite. Avec un produit? Elle secoua lentement la tête. Non. Mais pour sauver tes arbres, Tu vas devoir faire confiance à une plante dont tout le village se moque. elle désigna le fond de son jardin, derrière une vieille remise. Là-bas poussait une rangée de fleurs oranges que je trouvais jusque-là parfaitement ordinaires. Qu'elles allaient diser du sort de tout mon verger. Le lendemain matin, je me suis rendu chez Mireille de bonne heure. Elle m'attendait déjà dans son jardin, un vieux chapeau de paille sur la tête et un arrosoir à la main. Sans un mot, elle m'emmena jusqu'au fond du terrain, là où elle m'avait montré, la veille, une longue bordure de fleurs. Orange, Tu connais leur nom? Demanda-t-elle. Ce sont des œillets d'Inde, non? Elle acquiesça. oui. Et pourtant, presque tout le monde les plante uniquement parce qu'ils sont jolis. Elle s'accroupit et caressa doucement une fleur. Moi, je les plante parce qu'ils travaillent mieux que beaucoup de produits du commerce. J'étais intrigué. Comment une simple fleur pouvait-elle protéger un verger entier? Mireille m'expliqua que les œillets d'Inde attiraient de nombreux insectes utiles et contribuaient à maintenir un meilleur équilibre dans le jardin. Il n'était pas une solution miracle, Aucune plante ne l'est. mais il faisait partie d'un ensemble capable de renforcer naturellement les cultures. Nous sommes ensuite allés jusqu'à mes jeunes pêchers. Les pucerons étaient encore plus nombreux que la veille. Certaines feuilles commençaient déjà à s'enrouler. J'étais inquiet, Tu vois seulement les pucerons? dit Mireille. Regarde un peu plus longtemps. Je m'approchai des branches. Au bout de quelques minutes, j'aperçus une petite coccinelle. Puis, une deuxième. Ensuite, une larve allongée que je n'aurais jamais remarquée auparavant.
Ce sont elles qui feront le plus gros du travail, expliqua Mireille. Je passais le reste de la matinée à observer le jardin. Plus je regardais, plus je découvrais une vie invisible. Des cirques restaient immobiles dans les airs avant de se poser sur les fleurs. Des abeilles sauvages disparaissaient dans les petites corolles de la bourrache, des papillons visitaient les lavandes. Chaque espèce semblait accomplir une tâche bien précise. L'après-midi même, Je décidai d'agrandir toutes les bandes fleuries. j'ai semé davantage de soucis. J'ajoutais des œillets d'Inde entre les rangées de tomates. Je plantais du fenouil près des arbres fruitiers, puis quelques pieds de coriandre que l'on m'avait recommandés pour leur floraison généreuse. Mon voisin Bernard s'arrêta devant le portail. Tu remplaces les légumes par des fleurs maintenant? Je souris. Pas du tout. J'essaie simplement de cultiver autrement. Il secoua la tête en riant. On verra bien à la récolte. Ces paroles me firent douter. Pendant quelques jours, rien ne sembla changer. Les pucerons étaient toujours là. Je me demandais si je n'avais pas commis une erreur. Puis, Presque sans m'en rendre compte, les choses commencèrent à évoluer. Chaque matin, il y avait davantage de coccinelles, les colonies de pucerons diminuaient lentement. les nouvelles pousses de mes pêchers restaient saines. Quelques semaines plus tard, les arbres avaient retrouvé leur vigueur. Je n'avais utilisé aucun insecticide, seulement du temps. De la patience est une nature à laquelle j'avais enfin laissé la possibilité d'agir. À partir de ce moment-là, je cessais de considérer le jardin comme un simple endroit où produire des légumes. Je commençais à le voir comme un écosystème. Chaque plante avait un rôle, chaque insecte avait sa place. Même les espèces que je jugeais autrefois inutiles participaient à un équilibre bien plus complexe que je ne l'avais imaginé. Un dimanche, alors que je travaillais dans les allées, un groupe d'enfants passa devant le jardin. Ils s'arrêtèrent devant les fleurs. On dirait qu'il y a plus de papillons ici que partout ailleurs, s'écria l'un d'eux. Je levai les yeux. Ils avaient raison, le jardin bourdonnait de vie. Les abeilles passaient de fleur en fleur. Les bourdons visitaient les tomates. Les cirques se déplaçaient au-dessus des massifs. Même les oiseaux semblaient plus nombreux. J'ai compris alors que la véritable richesse d'un jardin ne se mesurait pas seulement au poids des récoltes. Elle se mesurait aussi à la vie qu'il était capable d'accueillir. Pourtant, au moment où je pensais avoir trouvé le bon équilibre, un nouvel événement vint tout bouleverser. En préparant une nouvelle parcelle destinée aux haricots, je remarquai quelque chose d'étrange. Certaines plantes, pourtant vigoureuses en apparence, possédaient des racines épaisses et déformées. Je creusais un peu plus loin, puis encore. Le même phénomène apparaissait partout. Cette fois, le danger ne venait plus des feuilles. Il était caché. Sous la terre. Et je compris aussitôt que l'épreuve la plus difficile ne faisait que commencer. Cette nuit-là, je dormis à peine. Je ne cessais de repenser aux racines déformées que j'avais découvertes dans la nouvelle parcelle. De la surface, tout semblait normal. Les feuilles étaient bien vertes, les tiges solides. Les fleurs abondantes. Pourtant, sous la terre, quelque chose n'asselait pas. À l'aube, je repris ma bêche, je voulais comprendre, je déterrai d'abord quelques pieds de haricots. Puis des tomates. Ensuite plusieurs laitues, le résultat était toujours le même. Certaines racines étaient parfaitement saines, d'autres présentaient de petites boursouflures, comme si elles avaient été freinées dans leur développement. Je m'assis au bord de la parcelle. Pour la première fois depuis mon arrivée dans ce jardin, je me sentais dépassé. À ce moment-là, Mireille, avec son panier rempli de légumes, en voyant les plantes arrachées, elle comprit immédiatement que quelque chose me préoccupait. « Tu as découvert ce qui est le plus difficile à voir, » dit-elle doucement. Je lui montrai les racines. Elle les observa longtemps avant de répondre.
Beaucoup de jardiniers passent leur vie à regarder les feuilles. Cette phrase résonna longtemps dans mon esprit. Nous avons passé toute la matinée à parler de la terre, tout ce qui y vivait sans que nous le remarquions. Des vers de terre, des champignons microscopiques, des bactéries utiles. Des milliers d'organismes invisibles qui rendaient la vie possible. Un jardin commence toujours sous nos pieds, expliqua Mireille. Si la terre souffre, Les plantes finiront toujours par le montrer. Je compris alors que je m'étais concentré sur les symptômes, jamais sur la cause. Le lendemain, je pris une décision qui surprit tout le village. Je renonçai à cultiver cette parcelle pendant toute une saison. au lieu d'y planter des légumes, Je semai un mélange de fleurs et de plantes mellifères, du souci, de la facélie, du trèfle, de la bourrache, des œillets d'Inde. Quelques fleurs sauvages que j'avais autrefois considérées comme de simples mauvaises herbes. Bernard revint me voir. tu laisses vraiment ce terrain sans récolte? Pas sans récolte, répondis-je. Je récolterai quelque chose de plus important. Il éclata de rire. On ne nourrit pas une famille avec des fleurs. Je ne répondis pas, parce qu'au fond de moi, Je n'étais plus tout à fait certain de savoir ce que signifiait réellement nourrir un jardin. Les semaines passèrent. Très vite, la parcelle se transforma le jaune des soucis, le violet de la facélie, le bleu de la bourrache, le rouge des coquelicots apparut spontanément. Chaque matin, le spectacle était un peu plus vivant, les as sauvages arrivaient en nombre. les bourdons semblaient ne jamais quitter les fleurs. Des papillons que je n'avais encore jamais vus dans la région commencèrent à visiter le jardin. Même les oiseaux étaient plus nombreux. Les rouges-gorges cherchaient des insectes entre les lais. Je passais désormais autant de temps à observer qu'à travailler. Et plus j'observais, plus je découvrais des détails invisibles auparavant. Un ver de terre remontant après une pluie. Une araignée installant sa toile entre deux tiges de lavande. Une abeille solitaire disparaissant dans une fleur de thym. Je réalisais peu à peu qu'un jardin vivant ne se résumait pas aux légumes. C'était tout un monde. À l'automne, Je ne retournais pas brutalement la parcelle. Je laissais une partie des plantes se décomposer naturellement. Le reste fut incorporé délicatement à la terre. Je voulais lui rendre ce qu'elle m'avait donné. Lorsque le printemps suivant arriva, je semai de nouvelles tomates sur cette même parcelle. Je n'avais aucune certitude, seulement de l'espoir. les semaines passèrent. Les jeunes plants grandissaient rapidement. Le feuillage était plus dense, les tiges plus robustes. Les premières fleurs apparurent avec plusieurs jours d'avance par rapport à l'année précédente. Je sentais que quelque chose avait changé, non seulement dans le jardin, mais aussi dans ma façon de le regarder. Je pensais enfin avoir compris les leçons de Mireille. Pourtant, un après-midi, alors que nous marchions ensemble près du vieux figuier, elle s'arrêta brusquement. Son visage devint grave. Elle regardait vers le verger. Julien, sa voix était plus basse que d'habitude. Cette fois, ce n'est ni la terre, ni les insectes. Je suivis son regard. Au loin, plusieurs branches de mes jeunes arbres semblaient se dessécher beaucoup trop vite. Sans le savoir encore, je venais d'entrer dans la période la plus difficile depuis que j'avais repris ce jardin. Le lendemain, je me rendis au verger dès les premières lueurs du jour. L'air était encore frais et une légère brume flottait entre les oliviers. Les jeunes pêchers semblaient paisibles, mais je ne pouvais oublier l'inquiétude que j'avais vue dans le regard de Mireille. Nous examinâmes chaque arbre avec attention. Certaines branches perdaient leurs feuilles bien avant les autres. Pousses semblaient manquer de vigueur. Pourtant, aucune maladie évidente n'apparaissait. Après un long silence, Mireille posa doucement sa main sur le tronc d'un pêcher. La bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas une catastrophe, dit-elle. Je la regardai surpris. Alors, pourquoi avais-tu l'air si inquiète? Elle sourit légèrement.
Parce que la nature est en train de te demander quelque chose que beaucoup de jardiniers refusent d'accepter. La patience. Ces mots me poursuivirent toute la journée. Depuis mon arrivée dans ce jardin, j'avais toujours voulu résoudre les problèmes rapidement, planter davantage, arroser plus, intervenir aussitôt qu'un danger apparaissait. Mais le jardin suivait son propre rythme, et il refusait d'être pressé. Quelques jours plus tard, je pris une décision qui fit sourire tout le village. Je consacrais près d'un quart de mon terrain exclusivement aux fleurs. Plus de tomates, plus de courgettes, plus de haricots. À leur place, je semais des soucis, des œillets d'Inde, de la bourrache, du thym, du romarin, de la sauge, de la lavande et plusieurs espèces de fleurs sauvages de Provence. Lorsque Bernard aperçut cette immense parcelle colorée, il éclata de rire. « Tu ouvres une pépinière ou un potager ?» Je répondis calmement. « Les deux, peut-être. » Les plaisanteries se multiplièrent. Julien préfère nourrir les abeilles que sa famille. Avec autant de fleurs, Tu ne récolteras jamais assez de légumes. je ne cherchais plus à convaincre qui que ce soit. Je préférais laisser le jardin répondre à ma place. Et il ne tarda pas à le faire. Le bourdonnement des insectes remplissait l'air du matin. Les abeilles domestiques partageaient les fleurs avec des dizaines d'espèces sauvages, les bourdons disparaissaient dans les fleurs de bourrache. Les papillons voltigeaient sans cesse au-dessus des massifs. Même les libellules commencèrent à fréquenter le petit bassin situé derrière le figuier. Dimanche. Ma nièce, Camille, vint passer la journée avec moi. Elle avait 8 ans et adorait explorer le jardin. Après quelques minutes, elle s'arrêta au milieu des fleurs. Tonton Julien? Oui? Ton jardin fait de la musique. Je souris. Je tendis l'oreille. Elle avait raison. Le bruissement des feuilles, le chant des merles, le bourdonnement des abeilles. Le froissement des ailes des papillons, le vent dans les lavandes. Tout formait une mélodie que je n'avais jamais vraiment entendue auparavant. Camille se mit à compter les papillons. Très vite, Elle abandonna. il y en a trop. Nous passâmes des heures à observer les insectes. Je lui montrai une abeille solitaire construisant son nid dans un vieux morceau de bois. Puis une coccinelle occupée à dévorer des pucerons. Elle écoutait chaque explication avec des yeux émerveillés. Avant de repartir, elle me demanda « Pourquoi tout le monde ne fait pas comme toi ?» Je restai silencieux quelques secondes. Parce qu'il faut parfois beaucoup de temps avant de comprendre que la nature sait souvent mieux travailler que nous. Quelques semaines plus tard, des voisins commencèrent à planter eux aussi des fleurs entre leurs légumes. D'abord un seul, puis 2. Ensuite, presque toute la rue, les jardins devinrent peu à peu plus colorés. Les abeilles circulaient désormais d'un terrain à l'autre. Le village semblait retrouver une harmonie oubliée. Un soir, alors que je refermais le portail, Mireille s'approcha de moi. Elle contempla les fleurs en silence. « Tu vois ?» murmura-t-elle. « Ce jardin ne change pas seulement la terre. Il change aussi les gens. Je souris. J'avais enfin l'impression d'avoir trouvé l'équilibre que je cherchais depuis si longtemps. Mais à cet instant précis, une rafale de vent balaya les collines. Au loin, D'épais nuages noirs apparurent derrière les montagnes du Luberon. Les oiseaux cessèrent brusquement de chanter. Même les abeilles disparurent des fleurs. Mireille leva lentement les yeux vers le ciel, son visage perdit son sourire. Je connais ce ciel. Sa voix était presque un murmure. Une tempête comme celle-ci, je n'en ai pas vu depuis plus de 20 ans. Je suivis son regard, les nuages avançaient rapidement vers notre vallée, et, pour la première fois depuis longtemps, je me demandais si tout ce que nous avions construit serait capable de résister à ce qui arrivait. La tempête éclata avant même la tombée de la nuit. Le vent descendit des collines avec une violence que je n'avais encore jamais connue. Les oliviers pliaient sous les rafales.
Les branches du vieux figuier gémissaient. La pluie commença par quelques gouttes, puis se transforma en un véritable déluge. Je courus jusqu'au potager. J'attachai une dernière fois les tuteurs des tomates. Je vérifiai les jeunes arbres. Je rangeai les outils oubliés dehors, puis je compris qu'ils ne servaient plus à rien de lutter contre les éléments. Le reste ne dépendait plus de moi. Toute la nuit, le tonnerre résonna au-dessus de la vallée. Les Éclairs illuminaient les collines du Luberon. Je ne trouvais presque pas le sommeil. Je pensais aux mois de travail, aux fleurs, aux insectes, aux arbres que j'avais vus grandir. Au lever du jour, le silence revint. Je traversais le jardin avec le cœur serré. Des branches étaient tombées. Quelques tiges de tournesol avaient été couchées par le vent. Certaines fleurs avaient perdu leurs pétales. Mais lorsque je regardais le sol, je compris immédiatement quelque chose. La terre était restée en place. Les bandes fleuries avaient retenu une grande partie des eaux de pluie. Les racines de la lavande, du thym et des autres plantes avaient stabilisé le terrain. Les allées n'étaient presque pas ravinées. Les légumes avaient souffert, mais ils étaient toujours là. Quelques minutes plus tard, Mireille arriva, elle observa longuement le jardin. Puis elle sourit. Je hochai lentement la tête. Je n'avais plus besoin d'explication. Le jardin venait de me donner sa réponse. Dans les jours qui suivirent, les abeilles revinrent. Les bourdons retrouvèrent les fleurs de bourrache, les papillons reparurent presque aussitôt. La vie reprenait son cours avec une force incroyable. Un matin, Bernard franchit timidement mon portail. Il regarda longtemps les massifs. Puis il dit : « Je crois que je me suis trompé. » Je souris. À propos de quoi? Je pensais que les fleurs étaient une perte de place. Maintenant, je comprends qu'elles protègent tout le reste. Quelques semaines plus tard, plusieurs habitants du village transformèrent eux aussi leur potager. Des bandes fleuries apparurent entre les tomates. La lavande entoura les vergers. Les soucis illuminèrent les rangées de légumes. L'école du village créa un petit jardin pour les enfants. Camille fut l'une des premières à y participer. Elle rentra un soir avec une petite boîte soigneusement décorée. À l'intérieur se trouvaient plusieurs sachets de graines. Chaque enveloppe portait un nom écrit de sa main, lavande.bourrache. Souci, thym. C'est pourquoi? Lui demandai-je, elle me répondit avec un grand sourire. Pour que les abeilles aient toujours quelque chose à manger. À cet instant, Je compris que la plus belle récolte de cette année n'était ni les tomates, ni les pêches, ni les courgettes. la véritable récolte était invisible. C'était une façon différente de regarder la nature, une manière de comprendre qu'un jardin n'est un simple assemblage de plantes. C'est un monde vivant où chaque fleur, chaque insecte, chaque poignée de terre joue un rôle essentiel. Lorsque le soleil se coucha sur les collines provençales, je m'assis sous le vieux figuier. Le parfum de la lavande flottait encore dans l'air. Une dernière abeille butinait les dernières fleurs avant la nuit. Je fermais les yeux. Je repensais au jeune homme que j'étais en arrivant ici. Celui qui croyait qu'une fleur occupait inutilement la place d'un légume. Aujourd'hui, je savais que j'avais eu tort. Les plus beaux jardins ne naissent pas de la recherche de la perfection. Ils naissent de la patience, du respect et de la confiance que nous accordons à la nature. Car lorsqu'on apprend à travailler avec elle plutôt que contre elle, chaque saison devient une leçon. Et la plus belle des récoltes est celle que l'on transmet aux générations suivantes.